Oui, j'ai couché avec mon patron, et je ne le regrette pas. Ma femme a souri, après notre dîner d'anniversaire. Même notre fille s'est rangée de son côté. Ma femme ignorait totalement que demain, son amant serait arrêté, et qu'elle serait impliquée. Les lustres scintillaient encore, lorsque j'ai volé un tablier de serveur, et que je me suis dirigé droit vers l'estrade. L'amant de ma femme, Richard Blackwood, a souri à l'assemblée. Emily rayonnait dans une robe rouge, et 200 personnes ont levé leur verre, pour trinquer à un mensonge. J'ai branché mon téléphone sur le système de sonorisation, et j'ai posé une simple question, au sujet de l'étude environnementale. Le silence est tombé. Puis, la propre voix de Richard a résonné dans la salle de bal, claire comme de l'eau de roche. L'EPA n'en saura jamais rien. Nous aurons vendu les condos, avant que quiconque ne remarque ce que nous avons fait au lac. Le sourire d'Emily s'est brisé. Les téléphones se sont levés. Les murmures ont enflé. J'ai lancé l'enregistrement suivant. Celui concernant les pots de vin, et les permis accélérés. Richard est descendu de l'estrade, la rage dans les yeux, son verre tremblant sur la nappe. Je leur ai annoncé que je possédais des emails, des relevés bancaires, des années de corruption. Quelque part en moi, cette part qui avait ravalé l'humiliation, a finalement cessé de le faire. Alors, me voilà, le jour de notre anniversaire, assis au Saint-Laurent, le restaurant le plus luxueux que cette ville mourante ait à offrir. Je regarde ma femme, Emily, se pencher au-dessus de la nappe blanche, le feu dans les yeux. Oui, j'ai couché avec Richard Cizia. Ses doigts parfaitement manucurés serrent son verre de vin, comme une arme. Et je ne le regrette pas. Pas une seule seconde, Jacques. Avant de plonger plus profondément dans l'histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez la vidéo, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez ceci. Je prends une longue gorgée de mon bourbon, laissant la brûlure s'installer dans ma gorge, avant de répondre. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Je suis un entrepreneur qui construit des choses, et mon mariage vient d'être démoli, en à peine 30 secondes. Eh bien, ma chérie, dis-je, en gardant une voix posée, malgré la rage qui gronde dans ma poitrine. Le timing est intéressant, car l'annonce de demain va exposer bien plus que ton petit secret. Le visage d'Emily pâlit, sous son maquillage coûteux. Elle a toujours été belle. C'est comme ça qu'elle a décroché son poste chez Pinreal Estate, travaillant pour Richard Black, le promoteur le plus véreux de ce côté-ci de Port-Long. À 42 ans, elle fait encore tourner les têtes. Mais en ce moment précis, elle a l'air d'avoir vu un fantôme. Quelle annonce, murmure-t-elle. Je m'adosse à ma chaise, savourant l'instant. Oh, tu verras. Je la prépare depuis des mois. Elle attrape son sac à main, l'un de ces trucs de créateur qui coûtent plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en une semaine, et se lève si brusquement, que sa chaise manque de basculer. Tu es pathétique, Jacques. Tu l'as toujours été. Richard m'offre des choses que tu ne pourrais jamais m'offrir. Comme quoi? L'herpès? Le couple à la table voisine s'arrête de manger pour nous regarder. Le visage d'Emily devient rouge, et pendant une seconde, je pense qu'elle pourrait me jeter son vin au visage. Au lieu de cela, elle fait demi-tour, et sort en trombe, ses talons au claquant sur le plancher en bois, comme des coups de feu. Par la fenêtre, je la vois monter dans la BMW noire de Richard. Il attend sur le siège du conducteur. Il a probablement été là tout ce temps. Ce salaud a l'audace de me faire un signe de la main, à travers la vitre. Je termine mon bourbon, et demande un autre verre à la serveuse. Bienvenue à Millbrook. Population, 3847 habitants, et en baisse chaque année, depuis la fermeture de l'usine de papier. C'est le genre d'endroit où tout le monde connaît les affaires des autres, et où les secrets se répandent plus vite que la moisissure noire dans un sous-sol inondé. Je m'appelle Jacques Morrison, et j'ai vécu ici toute ma vie. J'ai grandi dans un parc à roulottes, dans le mauvais quartier de la ville. J'ai travaillé dans la construction depuis l'âge de 16 ans. J'ai monté ma propre entreprise à partir de zéro, Morrison Kton. Nous réparons ce qui est cassé, c'est-à-dire pratiquement tout dans cette ville, à l'exception du moulin à rumeurs. Emily a grandi sur M Street, le quartier chic de la ville, où vivaient les anciens propriétaires d'usines. Son père était banquier, avant que l'économie ne s'effondre. Et il ne m'a jamais laissé oublier que j'avais fait un mariage au-dessus de ma condition. Pendant 18 ans, j'ai été le mari de la classe ouvrière, qui lui faisait honte lors des dîners mondains.
Le gars qui se pointait au gala de charité, avec de la sueur sous les ongles. Mais je l'aimais. Que Dieu m'aide. Je l'aimais vraiment. La première fissure dans notre mariage est apparue il y a 3 mois. Je cherchais mon sac de sport dans le placard, quand j'ai trouvé le sien. La fermeture éclair était ouverte, et un bout de papier plié en est tombé. Au début, j'ai pensé que c'était une liste de courses, ou quelque chose d'innocent. Ce n'était pas le cas. Merci pour la nuit dernière. Tu es incroyable. J'ai hâte de te revoir. Ma main tremblait en lisant ce mot. Richard Black, son patron. Ce même Richard qui venait à nos barbecues, qui me serrait la main et m'appelait son ami, pendant qu'il buvait ma bière, et qu'apparemment, il prévoyait de coucher avec ma femme. J'ai remis le mot là où je l'avais trouvé, et je n'ai rien dit. À la place, j'ai commencé à faire attention. Émilie travaillait tard 3 soirs par semaine. De la nouvelle lingerie, qu'elle ne portait jamais pour moi. Son téléphone toujours face contre table, vibrant constamment de messages qu'elle vérifiait aux toilettes. La confirmation finale est venue il y a 2 semaines. Notre fille Emma, de retour de l'université pour les vacances de printemps, a laissé son ordinateur portable ouvert, sur la table de la cuisine. Un SMS d'Émilie est apparu. Papa a des soupçons. Nous devons être plus prudents. La réponse d'Emma m'a glacé le sang. Peut-être que si tu n'étais pas si évidente. Franchement, maman, tout le monde est au courant. Divorce, c'est tout. Ma propre fille de 20 ans, étudiante en communication à l'université du Maine, couvrait la liaison de sa mère. La petite fille à qui j'ai appris à faire du vélo, qui s'endormait sur ma poitrine en regardant des films Disney, pensait que j'étais le méchant de l'histoire. C'est à ce moment-là, que j'ai cessé d'être le bon gars. Je termine mon 2e bourbon, et me dirige vers notre modeste maison sur Maple Street. Ce n'est pas grand-chose. Une maison de style Cape Cod des années 1950, que je rénove depuis 15 ans. Mais c'est la mienne. Chaque planche, chaque clou, chaque couche de peinture, représente des heures de ma vie. De la sueur que j'ai versée, pour construire quelque chose de beau pour ma famille. La maison est plongée dans l'obscurité, lorsque je me gare dans l'allée. La voiture d'Émilie n'est pas là, ce qui signifie qu'elle est toujours avec Richard. Probablement dans son appartement au-dessus de l'agence immobilière, à faire des choses auxquelles je ne veux pas penser. Je prends une bière dans le frigo, et je m'assois dans mon atelier, au sous-sol. C'est mon sanctuaire. Des murs tapissés d'outils que j'ai collectionnés pendant 25 ans. Un établi marqué par un millier de projets. L'odeur des copeaux de bois, et de l'huile de moteur. C'est là que je viens pour penser, pour planifier, pour construire. Ce soir, je planifie quelque chose de différent. Pas de la construction, mais de la destruction. Mon téléphone vibre. Un message d'Émilie. Je dors chez maman ce soir. Nous avons besoin d'espace. Je ris aux éclats. Sa mère est décédée il y a 3 ans. Émilie dort chez Richard, et n'a même pas la créativité d'inventer un mensonge décent. Je réponds, transmets mes amitiés au fantôme de ta mère. 3 petits points apparaissent, puis disparaissent. Elle n'a rien à répondre. J'ouvre mon ordinateur portable, et j'affiche le dossier que je construis depuis 2 mois. Des photos, des documents, des enregistrements. Tout ce dont j'ai besoin, pour réduire leur petit monde imaginaire en cendres. Parce que c'est ce qui se passe dans les petites villes. La réputation fait tout, et je suis sur le point de détruire la leur. Richard Blackwood se croit intouchable. À 45 ans, il est le plus grand promoteur immobilier de 3 comtés. Il conduit une BMW, porte des costumes à 1000 €, et traite tout le monde comme s'il devait être reconnaissant de son attention. Il n'a jamais travaillé de ses mains. Il n'a jamais rien construit d'important. Il n'a jamais gagné 1 euro honnêtement de sa vie. Mais il a quelque chose que je n'ai pas. L'argent, le statut, et apparemment. Ma femme. Il a eu ma femme. Au passé. Je prends une autre gorgée de bière, et je commence à taper. Le premier email est destiné à la commission immobilière de l'État. Objet, violation de l'éthique, Richard Blackwood, PIN Real Estate. Le deuxième est pour le Millbrook J'essaie. Notre journal local n'est rien d'autre que des ragots sur papier à en-tête, mais ils adorent les bons scandales. Le troisième est pour Emma. Il est temps que ma fille connaisse la vérité, sur sa précieuse mère. Mais d'abord,
je dois rendre une petite visite à Richard. J'attrape mes clés, et je sors dans la nuit. Nous sommes en avril, mais il y a toujours un froid mordant. Le genre de froid qui s'insinue dans les os, et y reste. Le temps idéal pour ce que j'ai en tête. L'appartement de Richard se trouve au-dessus de son bureau sur ma street, dans l'un des rares bâtiments qui ne s'est pas encore effondré. Sa BMW est garée devant, comme une enseigne au néon annonçant sa présence. Je me gare de l'autre côté de la rue, et j'attends. À travers la fenêtre du deuxième étage, je peux voir des ombres bouger. La silhouette d'Emily est reconnaissable, même d'ici. Il n'essaie même plus de se cacher. J'ouvre le capot de mon camion, et je prends le sac d'outils que je garde pour les urgences. Du sucre, du sable, et quelques autres produits ménagers, qui peuvent transformer une voiture de luxe en un presse-papier hors de prix. J'ai appris ces trucs au lycée avec Tommy Rachi. Il traînait avec la mauvaise foule, avant de s'assagir et d'ouvrir sa salle de boxe. En parlant de Tommy, je devrais probablement l'appeler. Je vais avoir besoin de quelqu'un de mon côté, pour ce qui m'attend. Le capot de la BMW n'est pas verrouillé. Les riches ne pensent jamais que quelqu'un oserait toucher à leurs affaires. Je travaille rapidement, efficacement, comme si j'installais un robinet, ou si je câblais un ventilateur de plafond. Le sucre dans le réservoir d'essence, c'est pour les amateurs. Ce que je fais est beaucoup plus créatif, et beaucoup plus difficile à retracer. Je suis en train de terminer, quand j'entends des pas dans les escaliers, à l'intérieur du bâtiment. Je ferme le capot, et je me glisse dans mon camion, le cœur battant à tout rompre, comme si j'avais 16 ans, et que je lançais du papier toilette sur la maison du directeur. La porte d'entrée s'ouvre, et Emily apparaît. Elle porte une robe de chambre en soie, qui n'est manifestement pas la sienne. Trop grande, trop masculine. Richard la suit, vêtu seulement d'un caleçon, et affichant un sourire suffisant. Ils font le show. Je réalise qu'il ne s'agit ni de passion, ni d'amour. Il s'agit d'humiliation. Ils veulent que je voie ça. Emily me regarde directement, depuis l'autre côté de la rue. Même sous la faible lumière des réverbères, je peux voir son sourire. C'est froid, calculé. L'expression de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Richard me fait de nouveaux signes de la main, le même petit geste qu'il m'a fait au restaurant, comme s'il congédiait un domestique. C'est alors que je remarque la caméra de sécurité, montée au-dessus de la porte. Le voyant rouge clignote, ce qui signifie qu'elle enregistre. Ils immortalisent ce moment, prévoyant probablement de l'utiliser contre moi d'une manière ou d'une autre. Très bien. Laissez-les profiter de leur petit tour de piste. Demain, le vrai jeu commence. Je démarre mon camion, et je m'éloigne, les laissant là en sous-vêtements, comme les personnes pathétiques et bon marché qu'ils sont devenus. Dans mon rétroviseur, je vois Emily jeter la tête en arrière et rire. Elle ne rira pas longtemps. Le lendemain matin commence par un appel d'Emma. Je suis dans la cuisine en train de boire mon café, et de lire le journal, comme n'importe quel autre jour, quand son nom apparaît sur mon écran. Papa. Sa voix est tremblante, incertaine. Il faut qu'on parle. Bonjour à toi aussi, ma chérie. Non, arrête. Maman m'a dit ce qui s'est passé hier soir. Au restaurant. Je m'adosse à ma chaise, savourant le moment. Et que ta TL dit exactement? Que je l'ai menacé? Que je l'ai suivi partout en ville, pour lui rendre la vie impossible? Intéressante histoire. A-t-elle mentionné la partie où elle couche avec son patron, depuis 6 mois? Silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix basse, papa, s'il te plaît. C'est déjà assez dur comme ça. Dur pour qui, Emma? Pour toi? Pour ta mère? Et moi, alors? Qu'en est-il du gars qui paie tes frais de scolarité, pendant que sa femme écarte les cuisses pour tous les crétins riches de la ville? Mon Dieu, tu me dégoûtes. Non, ma chérie. Je suis honnête. C'est différent. Elle me raccroche au nez. Je ne suis pas surpris. Emma a toujours ressemblé davantage à sa mère, qu'elle ne veut l'admettre. L'image avant la substance, les sentiments avant les faits. Toujours à la recherche de la solution de facilité. Je finis mon café, et je vais travailler. Morrison Contracting a 3 chantiers en cours cette semaine. Une rénovation de cuisine sur Pine Street, le remplacement d'une terrasse pour les Henderson, et la rénovation d'une salle de bain pour la vieille Madame Patterson. Un travail honnête,
qui forge les callosités et le caractère. Mon équipe est déjà à la maison de Pine Street quand j'arrive. Danny Kowalski et Mike Santos, deux gars avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. Ce sont des hommes bien. Ils arrivent à l'heure, travaillent dur, et ne posent pas trop de questions, quand le patron passe une mauvaise journée. « Bonjour, Jacques, » dit Danny, sans lever les yeux du meuble qu'il est en train d'installer. « T'as une sale tête. » Je me sens encore pire. Émilie et moi, on s'est disputés hier soir. Ah. Ça explique pourquoi elle était au café ce matin, avec Monsieur BMW. Je me fige. Quoi? Ouais. Je les ai vus chez Rosies vers 7 heures. Ils donnaient un vrai spectacle, si tu vois ce que je veux dire. Les mains baladeuses, à chuchoter comme des ados. Danny lève enfin les yeux. Merde. Mike lit dans mes pensées. C'est bon, dis-je, même si ça ne l'est pas. Maintenant, il s'affiche, s'assurant que toute la ville est au courant. Ce n'est plus seulement une liaison. C'est une guerre psychologique. Retournons au travail. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Chaque fois que j'essaie de me focaliser sur les mesures ou les matériaux, je revois le visage d'Émilie, d'hier soir. Ce sourire glacial, la façon dont elle m'a regardé, comme si j'étais une crasse sous sa chaussure. À l'heure du déjeuner, toute l'équipe sait que quelque chose ne tourne pas rond. J'ai mesuré la même moulure 4 fois, et je n'arrive toujours pas à obtenir la bonne taille. Mes mains tremblent, et ce n'est pas à cause de la caféine. Patron, dit Danny, en me prenant à part. Pourquoi ne prends-tu pas ton après-midi? On s'en occupe. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Et c'est normal. Mais peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Tommy, peut-être. Tommy Ricci. Mon meilleur ami depuis le lycée. Le propriétaire de la salle de boxe de Millbrook, le seul endroit en ville où l'on peut encore régler ses comptes à l'ancienne. Il est aussi un ancien flic, qui sait où tous les cadavres sont enterrés, métaphoriquement parlant. Je laisse l'équipe terminer les armoires, et je conduis jusqu'à l'autre bout de la ville, vers la salle de sport. Elle se trouve dans un vieil entrepôt, près de l'usine désaffectée. Le genre d'endroit qui sent la sueur, les rêves et la déception. Parfait pour mon humeur actuelle. Tommy est sur le ring avec un gamin qui ne doit pas avoir plus de 16 ans, lui apprenant à donner un vrai JAB. Il a 50 ans maintenant, les tempes grisonnantes, mais il a toujours le physique du linebacker qu'il était au lycée. Jacques, crie-t-il, en me voyant. Attends une minute. Il finit avec le gamin, et sort du ring, attrapant une serviette pour s'essuyer le visage. T'as une mine affreuse, mec. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui raconte tout. La liaison, l'humiliation, la performance d'Émilie, la nuit dernière. Tommy écoute sans m'interrompre, hochant la tête au bon moment. Son instinct de flic est toujours aiguisé, après 15 ans. Alors, c'est quoi ton plan, demande-t-il, quand j'ai fini. Je veux leur faire du mal à tous les deux. Qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Légalement, bien sûr. Tommy sourit. Bien. Parce que j'ai peut-être quelques idées. Il m'emmène dans son bureau, un espace encombré, rempli de souvenirs de boxe et de vieux rapports de police, qu'il utilise pour son travail de consultant. Il ouvre un classeur, et en sort un épais dossier. Richard Blackwood, dit-il, en le jetant sur le bureau. Je garde un œil sur ce gars depuis des années. Il est pourri jusqu'à l'os. J'ouvre le dossier, et je commence à lire. Des permis de construire délivrés en urgence, sans inspections adéquates. Des dérogations de zonage, qui n'auraient pas dû être approuvées. Un système de pots de vin et de commissions illégales, qui ferait rougir un échevin de Chicago. C'est de l'or, Tommy. Comment as-tu? J'ai toujours des amis dans la police, et Richard s'est fait beaucoup d'ennemis, au fil des ans. Les gens parlent. Pouvons-nous l'utiliser? Pas directement, mais ça nous donne un moyen de pression. Et il y a plus. Il sort un autre dossier. Celui-ci porte l'étiquette « Emily Morrison », le nom de jeune fille de ma femme. Tommy, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Détends-toi. Ce sont tous des documents publics. Des rapports de solvabilité, des antécédents professionnels, ce genre de choses. Savais-tu qu'elle a menti, sur sa demande de licence d'agent immobilier? Je regarde les documents. Émilie a déclaré posséder un diplôme en commerce de l'Université du Maine.
D'après ses dossiers, elle n'a jamais obtenu son diplôme. Il lui manquait 3 crédits. Elle a abandonné ses études pour m'épouser, et n'y est jamais retournée. Elle a vécu dans le mensonge pendant 20 ans, murmurai-je. Et ce n'est pas fini. Regarde la page 4. La page 4 est un rapport de solvabilité, montrant des dettes massives dont j'ignorais l'existence. Des cartes de crédit à son nom de jeune fille, des prêts personnels, et même une deuxième hypothèque, sur la maison que je pensais nous appartenir en propre. Elle nous a saigné à blanc, dis-je. Et devine qui a co-signé la plupart de ces prêts? Je tourne la page des signatures, et je vois le nom de Richard Black. Il a financé les habitudes de dépenses de ma femme, probablement en échange de services rendus. Je vais les détruire, dis-je. Doucement, tigre. On va faire ça intelligemment. Légalement. Et on le fera d'une manière qu'ils ne verront pas venir. Tommy a raison. Je pensais comme un mari blessé, alors que je devrais penser comme un homme d'affaires. Il ne s'agit pas d'émotion. Il s'agit de stratégie. Nous passons les 2 heures suivantes à planifier. Tommy a des contacts à la commission immobilière de l'État, au bureau d'éthique commerciale, et même à l'IRS. L'empire de Richard est bâti sur des sables mouvants, et nous sommes sur le point de provoquer un tremblement de terre. Et Émilie, je demande. Laisse-moi faire. Je connais un détective privé, spécialisé dans les affaires d'adultère. D'ici à ce qu'on en ait fini, elle ne pourra même pas trouver un job de vendeuse de voitures d'occasion, à Bangor. Je commence à me sentir mieux, quand mon téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu. Regarde ton Facebook. J'ouvre l'application, et je regrette immédiatement de l'avoir fait. Emma a publié une longue mise à jour de statut, avec des photos de nos vacances en famille l'été dernier. La légende me fait bouillir le sang. Parfois, les personnes que nous aimons le plus, sont celles qui nous blessent le plus. Mon père traverse une période difficile, et il s'en prend à tout le monde autour de lui. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos pensées. Pendant que nous traversons cette période difficile. La famille d'abord. L'amour gagne. Les commentaires affluent déjà. Des amis et des voisins qui offrent leur soutien, demandent ce qui s'est passé, et spéculent sur nos affaires privées. Emma a transformé notre divorce en un cirque sur les réseaux sociaux, et m'a dépeint comme le méchant. Cette petite garce, murmurai-je. Tommy lit par-dessus mon épaule, et siffle. Ta fille a de sérieuses compétences en manipulation. Je me demande où elle les a apprises. De sa mère. Tu dois y répondre. Contrôler le récit, avant qu'il ne t'échappe. Il a raison. Dans les petites villes, la perception est la réalité. Si je laisse la version d'Emma s'imposer, je serai le mari fou, qui n'a pas supporté la réussite de sa femme. Je commence à taper une réponse, puis je la supprime. J'en tape une autre, et je la supprime aussi. Tout ce que je dirai semblera défensif, désespéré. J'ai besoin de quelque chose de plus grand, de plus dramatique. J'ai une idée, dis-je à Tommy. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Le genre qui pourrait nous attirer des ennuis à tous les deux. Tommy sourit. Maintenant, tu parles mon langage. Ce soir-là, je conduis jusqu'au Iron Horse Bar, le principal bouge de Millbrook. C'est le genre d'endroit où la bière est bon marché, la musique est forte, et où tout le monde se mêle de ses affaires. Parfait pour ce que j'ai en tête. Richard est déjà là quand j'arrive, tenant la cour à une table dans le coin, avec 3 de ses potes de l'immobilier. Émilie est assise à côté de lui, riant de quelque chose qu'un des autres hommes a dit. Elle porte une robe moulante que je n'ai jamais vue auparavant. Probablement achetée avec l'argent de Richard. Je commande une bière, et je m'assois au bar, assez près pour entendre leur conversation, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. Ils parlent d'un nouveau projet de développement, des condos de luxe qu'ils veulent construire sur le lac. Les permis sont tous réglés, dit Richard. Nous devrions commencer les travaux d'ici l'été. Qu'en est-il de l'étude d'impact environnemental, demande l'un de ses amis. Richard fait un geste dédaigneux de la main. C'est pris en charge. Je connais des gens. Bien sûr qu'il connaît des gens. Richard connaît toujours des gens. C'est comme ça qu'il s'en tire en contournant les règles depuis si longtemps. J'en suis à ma 2e bière, quand Émilie m'aperçoit. Elle chuchote quelque chose à Richard,
et ils regardent tous les deux dans ma direction. Le visage de Richard se durcit, mais Émilie se contente de sourire, de ce même sourire glacial d'hier soir. Ils essaient de me provoquer, espérant que je ferai une scène pour qu'ils puissent jouer les victimes. Au lieu de cela, je lève ma bière dans un toast moqueur, et je me tourne vers le bar. Jack Morrison, dit une voix derrière moi. Ça me fait plaisir de te croiser ici. Je me retourne, et je vois le détective Ray Castellano. L'ancien partenaire de Tommy de la police d'État. Il n'est pas en service, en jean et en chemise en flanelle, mais les flics ne sont jamais vraiment hors service. Ray. Comment se passe la retraite? Je ne peux pas me plaindre. Bien que j'ai entendu dire que tu avais des problèmes conjugaux. Les nouvelles voyagent vite, dans les petites villes. Rien que je ne puisse gérer. Content de l'entendre. Parce que ce serait dommage que les choses dégénèrent. Il me met en garde, probablement à la demande de Tommy. Tommy veut s'assurer que je ne ferai rien de stupide, qui pourrait ruiner nos plans minutieusement élaborés. Ne t'inquiète pas, lui dis-je. Je suis un citoyen modèle. Content de l'entendre. Passe une bonne soirée. Il se dirige vers l'arrière du bar, mais je sais qu'il observe toujours. Ce qui me convient parfaitement. Je veux des témoins, pour ce qui va se passer. Je finis ma bière, et je m'approche de la table de Richard. La conversation s'arrête alors que je m'approche, et je sens la tension dans la pièce monter de plusieurs crans. Bonsoir, les amis, dis-je d'un ton aimable. Ça vous dérange si je me joins à vous? En fait, ça nous dérange, dit Richard. C'est une conversation privée. Oh, j'en suis sûr. Vous parlez de ces condos de luxe. Ceux pour lesquels les permis ont été accordés en urgence? Le visage de Richard pâlit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si. Le projet de développement au bord du lac. Ce qui est drôle avec ces études d'impact environnemental, c'est qu'elles sont dans le domaine public. N'importe qui peut en demander des copies. Je sors mon téléphone, et lui montre une capture d'écran d'un email que j'ai envoyé plus tôt. J'ai déjà déposé ma demande cet après-midi. Ça devrait être une lecture intéressante. Émilie attrape le bras de Richard. Partons. Non, attends, dit Richard en se levant. Il est plus grand que moi. Il pèse probablement 15 kilos de plus que moi. Mais je peux voir la peur dans ses yeux. Que veux-tu? Je ne veux rien de ce que tu peux me donner. Tu m'as déjà pris ce qui comptait le plus. Écoute, Jacques, je sais que c'est dur. Dur? Je ris assez fort pour que tout le bar m'entende. Non, Richard. Ce qui est dur, c'est de travailler 16 heures par jour pour construire quelque chose à partir de rien. Ce qui est dur, c'est de rester fidèle à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ce que tu as fait, c'était facile. C'était juste être une ordure. Va te faire foutre, siffle Émilie, en se levant si vite que sa chaise bascule. Espèce d'hypocrite. Tu te crois tellement meilleur que tout le monde, mais tu n'es qu'un raté qui n'a jamais rien fait de bon. Tout le bar est devenu silencieux. Tout le monde observe, attendant de voir ce qui va se passer ensuite. C'est le moment qui définira le reste de cette guerre. Comment je gère la tentative d'humiliation publique de ma femme? Je souris, et je sors à nouveau mon téléphone. Tu sais quoi, Émilie? Tu as tout à fait raison. Je suis un raté, mais au moins, je ne suis pas un cocu. Je tape sur l'écran, et soudain, la sonorisation du bar prend vie. Une voix familière remplit la pièce. La voix d'Émilie, haletante et désespérée. Oh mon Dieu, Richard, oui. Juste là. Ne t'arrête pas. Je t'aime tellement plus que lui. L'enregistrement est clair comme de l'eau de roche, manifestement pris lors d'un de leurs ébats. Le visage d'Émilie devient blanc comme un linge, alors qu'elle réalise ce qui se passe. Richard se précipite pour attraper mon téléphone, mais je recule déjà. Comment, commence Émilie. Ton téléphone se sauvegarde automatiquement sur notre compte cloud partagé, ma chérie. Il le fait depuis des années. C'est incroyable ce que les gens enregistrent de nos jours. Le bar éclate de murmures et de rires. Émilie pleure maintenant, le mascara coulant sur ses joues en larmes noires. Richard a l'air de vouloir me tuer, mais il est assez intelligent pour savoir que toute violence ne ferait qu'empirer les choses. Salaud, murmure Émilie. Non, ma chérie.
Ce sera le petit de Richard, quand sa femme l'apprendra. Oh, attends. Ai-je mentionné que j'ai déjà envoyé des copies à Linda Blackwood, ainsi que des photos très intéressantes? Le visage de Richard passe du rouge au violet. Espèce de fils de... Probablement. Mais je ne suis pas celui qui est sur le point de tout perdre. Je range mon téléphone dans ma poche, et je me dirige vers la porte, les laissant là, au milieu des ruines de leur réputation. Derrière moi, j'entends Émilie sangloter, et Richard jurer, mais je ne me retourne pas. À l'extérieur, Tommy m'attend près de mon camion, souriant comme un enfant le matin de Noël. « Comment as-tu obtenu l'enregistrement » demande-t-il. Je ne l'ai pas eu. Mais ils ne le savent pas. Espèce de salaud magnifique. Tout ça n'était qu'un bluff. Le plus grand de tous les temps. Maintenant, ils vont passer la semaine prochaine, à se demander ce que tu pourrais avoir d'autre. Nourion, quand mon téléphone vibre. Un message d'Emma. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, putain? Je montre le message à Tommy. Il secoue la tête. Ta fille a encore beaucoup à apprendre. Elle est sur le point de recevoir une leçon accélérée. Je réponds à Emma. Demande à ta mère. C'est elle l'experte pour savoir ce qui ne va pas, 3 petits points apparaissent, puis disparaissent. Emma n'a rien à répondre à cela. Tommy me tape sur l'épaule. Ce n'est que le début. Tu sais qu'ils vont s'en prendre à toi, avec tout ce qu'ils ont. Laisse-les essayer. Je n'ai plus rien à perdre. Mais au moment même où je le dis, je sais que ce n'est pas vrai. J'ai encore mon entreprise, ma réputation, mon amour-propre, et je suis sur le point de tout risquer pour me venger. La guerre a officiellement commencé. Les retombées de l'incident du bar arrivent plus vite que je ne l'espérais. Le lendemain matin, la moitié de la ville a entendu une version de ce qui s'est passé, et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Le premier appel vient de Danny, à 6 heures. Patron, il faut que tu vois le journal. Le Millbrook Gazette n'a jamais été accusé de journalisme de qualité. Mais cette fois-ci, ils se sont surpassés. Le gros titre à la une annonce, l'effondrement public d'un entrepreneur local. Avec une photo de moi du dîner de la Chambre de commerce, l'année dernière. L'article, écrit par Jennifer Walsh, une amie du club de lecture d'Emily, me dépeint comme un mari instable, qui a publiquement humilié sa femme, au sujet de problèmes conjugaux présumés. Il n'y a aucune mention de la liaison, ni du contexte de mes actions. Juste un article à charge et partial, conçu pour me faire passer pour un monstre. Ils veulent un monstre, dis-je à ma cuisine vide. Je vais leur donner Godzilla. Le deuxième appel est celui de Madame Patterson, la douce vieille dame dont je suis censé rénover la salle de bain cette semaine. Jacques, mon chéri, dit-elle de sa voix tremblante. J'ai bien peur que nous devions repousser les travaux de la salle de bain. Ma fille pense qu'il serait préférable d'attendre que... Eh bien, que les choses se calment. Traduction, votre réputation est toxique, et nous ne voulons pas être associés à vous. Le troisième appel vient de la banque. Apparemment, Émilie a été très occupée ce matin, à essayer de geler nos comptes conjoints, et à prétendre que je suis mentalement instable. Ils ne peuvent rien faire sans nos 2 signatures. Mais ils sont préoccupés par la situation, et souhaitent organiser une réunion. À midi, j'ai perdu 2 contrats, et j'ai acquis la réputation du mari fou, qui ne supporte pas que sa femme le quitte. Émilie et Richard sont en train de gagner la guerre des relations publiques, et je commence à comprendre pourquoi Tommy m'avait prévenu de ne pas jouer salement. Je suis assis dans mon atelier, à fixer le mur et à boire ma 4e bière de la journée, quand Emma débarque. Elle ne frappe pas, elle entre par la porte de la cuisine, comme si elle habitait toujours ici. Papa, il faut qu'on parle. Elle a l'air en piteux état. Ses yeux sont rouges d'avoir pleuré. Ses cheveux d'habitude parfaits sont en bataille, et elle porte les mêmes vêtements qu'hier. L'université la ramollit. Elle n'est pas préparée à ce genre de guerre familiale. De quoi y a-t-il à parler, Emma? Tu as clairement exprimé ta position sur Facebook. J'essayais de protéger maman. De quoi? Des conséquences de ses actes? Emma s'assoit en face de moi, et pendant un instant, elle ressemble à la petite fille, qui m'aidait dans mes projets de menuiserie, dans ce même sous-sol. Elle l'aime, papa. Elle l'aime vraiment, plus qu'elle ne t'a jamais aimé. Ces mots me blessent plus que je ne l'aurais cru. Et cela justifie tout. 18 ans de mariage, et elle peut tout jeter par la fenêtre,
parce qu'elle a trouvé quelqu'un avec un compte en banque plus garni. Ce n'est pas une question d'argent. Foutaise. C'est toujours une question d'argent, avec ta mère. Vérifie ses cartes de crédit, si tu ne me crois pas vérifie la deuxième hypothèque, qu'elle a contractée sur cette maison, sans me le dire. Le visage d'Emma pâlit. Quelle deuxième hypothèque? Je sors les documents que Tommy m'a donnés, et je les fais glisser sur l'établi. Emma lit en silence, son expression passant de la confusion à l'horreur. Elle doit 80 000 €, murmure-t-elle. Ce n'est que le début. Ta mère mène une double vie depuis des années, et Richard la finance. Tes frais de scolarité. Ça ne vient pas de mon entreprise de construction, ma chérie. Ça vient du sugar daddy de ta mère. Emma recommence à pleurer. Mais ce sont des larmes différentes. Ce sont les larmes de quelqu'un dont la vision du monde vient de s'effondrer. Je ne savais pas, dit-elle. Bien sûr que tu ne savais pas. Parce que ta mère est très douée, pour jouer les victimes. Elle l'a toujours été. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce qu'il faudra. Emma me regarde, et je vois quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la peur. Papa, s'il te plaît, ne fais rien de fou. Je ne peux pas perdre mes deux parents. Tu ne me perdras pas, Emma. Mais tu ferais bien de te préparer à entendre de dures vérités, sur ta mère. Après le départ d'Emma, j'appelle Tommy. Nous nous retrouvons à la salle de sport après la fermeture, quand il n'y a plus que nous, les sacs de frappe, et l'odeur de la sueur honnête. Il joue pour gagner, lui dis-je. Émilie essaie de geler les comptes bancaires, et Richard utilise ses amis des médias pour me faire passer pour un mari instable. C'était prévisible. Les riches essaient toujours de contrôler le récit. Alors, c'est quoi notre prochaine action? Tommy sourit, et sort un autre dossier. Tu te souviens de ce détective privé dont j'ai parlé? Eh bien, il a été occupé. Les photos sont accablantes. Émilie et Richard dans un hôtel de Portland, entrant et sortant à des heures différentes, mais clairement ensemble. Richard payant des dîners coûteux, des bijoux, et même un week-end à Boston. Mais le véritable trésor se trouve dans les dossiers financiers. Il a détourné des fonds de sa propre entreprise, explique Tommy. Il siphonne l'argent des projets de développement, et le fait passer par des sociétés écrans. Ta femme l'a aidé à blanchir cet argent, par le biais de fausses transactions immobilières. C'est une criminelle. Ils le sont tous les deux. La question est, qu'est-ce que tu veux faire de ça? J'étudie les documents, ressentant une froide satisfaction s'installer dans ma poitrine. Il ne s'agit plus seulement d'adultère. Il s'agit de fraude, de détournement de fonds, peut-être même d'évasion fiscale. Le genre de crimes, qui détruisent des vies et brisent des carrières. Je veux tout réduire en cendres. Jacques, réfléchis bien à ça. Une fois que nous aurons franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Emma pourrait être prise entre deux feux. Emma a fait son choix, quand elle a publié ce statut sur Facebook. Elle a choisi sa mère plutôt que la vérité. Tommy hoche lentement la tête. Très bien. Mais nous allons faire ça intelligemment. Pas d'explosions émotionnelles. Pas de scène publique. Nous laisserons les preuves parler d'elles-mêmes. Nous passons les 3 heures suivantes à planifier. Tommy transmettra les informations financières à ses contacts de l'unité des crimes en col blanc du FBI. Je m'occuperai du côté local, m'assurant que tout le monde à Millbrook sache exactement quel genre de personnes sont Émilie et Richard. Le premier arrêt est l'appartement de Richard. Il est 2 heures du matin quand j'arrive, et le bâtiment est plongé dans l'obscurité, à l'exception de l'éclairage de sécurité au-dessus de l'entrée. J'ai apporté des outils. Mais pas le genre que j'utilise habituellement, pour la construction. La BMW est garée à sa place habituelle, scintillant sous le lampadaire comme un symbole de privilège. J'ouvre le capot, et je me mets au travail. Mais cette fois, je ne me contente pas de désactiver le moteur. J'envoie un message. 20 minutes plus tard, je recule pour admirer mon œuvre. La voiture a l'air normale de l'extérieur, mais Richard aura droit à quelques surprises intéressantes, lorsqu'il essaiera de la conduire demain. Le sucre dans le réservoir d'essence n'est qu'un début. J'ai aussi desserré le bouchon de vidange d'huile. J'ai déconnecté les feux stop. Et j'ai laissé quelques mots bien choisis, gravés dans la peinture là où il ne les verra pas, avant d'arriver au lavage auto. Mais le véritable chef-d'œuvre, c'est ce que j'ai fait à son appartement.
La sécurité du bâtiment est une blague. Une simple serrure, que n'importe quel entrepreneur sait contourner. Chez Richard, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Des meubles coûteux, de l'art abstrait, une collection de vins qui coûtent probablement plus cher que les voitures de la plupart des gens. Je ne vole rien. Ce serait trop simple. Au lieu de cela, je réorganise les choses. Je déplace ces meubles de 15 cm vers la gauche. J'échange le contenu des tiroirs de sa commode. Je remplace son vin cher par des bouteilles bon marché de l'épicerie. Je modifie les réglages de sa douche, pour que l'eau sorte brûlante. Mais le clou du spectacle se trouve dans sa chambre. Je trouve les draps en soie. Ceux qu'Émilie a mentionnés. Ce qu'elle disait être tellement plus doux, que nos draps en coton à la maison. Je les enlève soigneusement, je les emmène dans la salle de bain, et je les utilise pour nettoyer les toilettes. Puis, je les remets sur le lit, parfaitement refait avec les coins au carré et tout. Richard ne pourra jamais prouver que j'étais ici, mais il saura. Chaque fois qu'il s'allongera sur ses draps, il pensera à l'endroit où ils ont été. Je sors par la sortie de secours, quand j'entends des voix dans la ruelle. Émilie et Richard rentrent de leur petite aventure nocturne. Je me cache derrière une benne à ordures, et j'écoute. Je ne peux pas croire qu'il m'ait humilié comme ça, dit Émilie, devant tout le monde. Ne t'inquiète pas, bébé. Nous allons lui faire payer ce qu'il a fait. Comment? J'ai des contacts. Des gens qui peuvent lui rendre la vie très difficile. Sa licence commerciale, ses permis d'entrepreneur, même son assurance. Quand j'en aurai fini avec lui, Jacques Morrison ne pourra même plus trouver un boulot de nettoyeur de toilettes. Ils disparaissent dans l'immeuble, et je m'éclipse dans la nuit. Mais les mots de Richard résonnent dans ma tête. Il prévoit de détruire mon entreprise. La seule chose que j'ai construite de mes propres mains. Cela franchit une ligne dont j'ignorais même l'existence. Le lendemain matin est chaotique. La BMW de Richard ne démarre pas. Et lorsque la dépanneuse arrive, le conducteur découvre la fuite d'huile. Il pense. Richard hurle sur le mécanicien, exigeant de savoir comment cela a pu arriver. Et c'est là que quelqu'un lui fait remarquer les rayures sur la peinture. Je l'observe depuis l'autre côté de la rue, sirotant mon café dans un thermos, pendant que Richard lit mon message. Briseur de ménage, gravé en grosses lettres majuscules le long de la portière passager. Son visage devient violet de rage. Il regarde frénétiquement autour de lui, espérant probablement me voir. Mais je suis bien caché derrière un camion de livraison. Émilie sort en courant de l'immeuble en peignoir, et ils ont une violente dispute, en plein milieu de Main Street. C'est mieux que la télé par câble. Mais le vrai spectacle commence quand Richard retourne en haut, pour prendre une douche avant le travail. J'entends ses cris de frustration depuis la rue, alors qu'il découvre ma décoration d'intérieur. L'eau brûlante. Les meubles réarrangés. La collection de vins qui vaut maintenant environ 30 €, au lieu de 3000. À midi, toute la ville parle de la série noire de Richard. Des problèmes de voiture. Des problèmes de plomberie. Même des rumeurs selon lesquelles quelqu'un serait entré par effraction dans son appartement. La police rédige un rapport, mais il n'y a aucune preuve d'effraction. Juste une série de coïncidences fâcheuses. Je me sens plutôt bien, quand Tommy m'appelle pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Richard a passé quelques coups de fil ce matin. Ta licence d'entrepreneur est en cours d'examen, et l'État a ouvert une enquête, sur tes pratiques commerciales. Quelles pratiques commerciales? Je gère une entreprise honnête. Ça n'a pas d'importance. Il a des amis au département des licences, et il cherche n'importe quelle excuse pour te faire fermer. Des inspections manquées, des violations de permis, des plaintes de clients. N'importe quoi qu'il puisse utiliser. Ma bonne humeur s'évapore. Richard riposte, en utilisant ses relations pour s'attaquer à mon gagne-pain. C'est exactement ce que je craignais. Il a des ressources que je ne peux pas égaler. Une influence avec laquelle je ne peux pas rivaliser. Combien de temps me reste-t-il? Peut-être une semaine, avant qu'il ne suspende ta licence en attendant l'enquête. Après ça, tu es au chômage jusqu'à ce que tu sois innocenté. Ce qui pourrait prendre des mois. Salaud. Il y a pire. Émilie a déposé une demande d'ordonnance restrictive ce matin. Elle prétend que tu la harcèles. Que tu la suis en ville. Que tu la menaces. C'est des conneries.
peu importe que ce soit vrai. Le juge l'a signé sur la base de son témoignage, et de l'incident au Iron Horse. Tu n'as pas le droit de t'approcher à moins de 100 mètres d'elle, ou de Richard. Je sens les murs se refermer sur moi. Ils utilisent le système judiciaire contre moi, transformant mes propres actions en armes. Chaque mouvement que j'ai fait, chaque petite victoire que j'ai remportée, est déformée en preuve de mon instabilité. Qu'en est-il des crimes financiers, et des preuves de détournement de fonds? Le FBI est intéressé, mais ces choses prennent du temps. Des mois. Peut-être des années. En attendant, ils te détruisent maintenant. Je raccroche, et je m'assois dans mon camion, regardant le chantier où mon équipe travaille sans moi. Danny et Mike sont des hommes bien, mais ils ne peuvent pas faire tourner l'entreprise si je perds ma licence. 25 ans à construire quelque chose à partir de rien, et tout pourrait disparaître, parce que je suis tombé amoureux de la mauvaise femme. C'est là que j'ai réalisé que j'avais envisagé tout cela sous le mauvais angle. J'ai joué en défense, réagissant à leurs coups au lieu de faire les miens. Mais Emily et Richard ont commis une erreur cruciale. Ils ont sous-estimé jusqu'où je suis prêt à aller. Ils veulent détruire mon entreprise. Très bien. Mais je m'assurerai qu'ils coulent avec moi. Je sors mon téléphone, et j'appelle la seule personne qui peut m'aider à mettre fin à cette guerre. L'ex-femme de Richard, Linda. Madame Blackwood. C'est Jack Morrison. Je crois qu'il est temps que nous discutions. Les règles du jeu sont sur le point de changer. Linda Blackwood accepte de me rencontrer, dans un café de la ville voisine. Loin du réseau de commérage de Millbrook. Elle n'est en rien comme je l'imaginais. Au milieu de la quarantaine, séduisante d'une manière discrète. Habillée d'un jean et d'un pull, plutôt que des vêtements de créateur que j'associais au monde de Richard. Je me demandais quand vous m'appelleriez, dit-elle, en se glissant dans la banquette en face de moi. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au Iron Horse. Les nouvelles vont vite, surtout quand il s'agit de mon ex-mari, qui se ridiculise en public. Elle remue son café pensivement. Richard a toujours aimé avoir un public, pour ses conquêtes. Combien de temps êtes-vous resté marié? 15 ans. Nous avons divorcé il y a 2 ans, quand je l'ai surpris avec sa secrétaire. Votre femme n'est pas sa première liaison, Jacques. Elle est juste la dernière en date. Ça fait plus mal que je ne l'aurais cru. Je pensais qu'Emily était spéciale. Que Richard voyait en elle quelque chose, qui valait la peine de détruire son mariage. Il s'avère qu'elle n'est qu'une conquête de plus à son palmarès. Je suis désolé, dit Linda, lisant mon expression. Je sais que ça fait mal. Mais vous devez comprendre, à quel genre d'homme vous avez affaire. Richard n'aime pas votre femme. Il aime le frisson, de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Que savez-vous de ses pratiques commerciales? L'expression de Linda se durcit. Vous voulez dire les détournements de fonds, les sociétés écrans, les pots de vin aux fonctionnaires de la ville. J'en sais beaucoup. J'étais marié avec lui, vous vous souvenez? J'ai vu les livres de comptes. J'ai entendu les appels téléphoniques. Je l'ai vu acheter sa sortie des ennuis. Pendant plus d'une décennie. Pourquoi ne l'avez-vous pas dénoncé? J'ai essayé. J'ai déposé des plaintes auprès du procureur général de l'État, du FBI, et même de l'IRS. Mais Richard a des amis haut placés, et je n'étais qu'une ex-femme aigrie qui essayait de faire des histoires. Personne ne m'a prise au sérieux. Il pourrait me prendre au sérieux. Surtout si j'ai des preuves. Linda fouille dans son sac, et en sort une clé USB. Tout est là. Des relevés bancaires. Des correspondances par email. Des appels téléphoniques enregistrés. Assez pour le mettre en prison pendant 10 ans, si les bonnes personnes voient ça. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que Richard a détruit ma vie. Et maintenant, il essaie de détruire la vôtre. Parce que je suis fatigué de le voir blesser des gens, et de s'en tirer à bon compte. Elle fait une pause, puis ajoute d'une voix basse, et parce que je sais ce que c'est, que de tout perdre au profit de quelqu'un qui ne le mérite pas, je prends la clé USB, sentant son poids dans ma paume. C'est l'option nucléaire. Avec ces preuves, je peux mettre fin à la carrière de Richard. Détruire sa réputation. Peut-être même l'envoyer en prison. Et Emily, je demande. Qu'en est-il d'elle? Elle a fait son choix. Si elle sombre avec Richard, c'est son problème. Linda a raison.
Mais c'est quand même difficile à accepter. Malgré tout ce qu'Emily a fait, une part de moi aime toujours la femme que j'ai épousée il y a 18 ans. La femme qui riait à mes blagues. Qui a pleuré quand nous avons perdu notre premier bébé. Qui m'a tenu la main aux funérailles de mon père. Mais cette femme est partie. Remplacée par quelqu'un que je ne reconnais pas. Quelqu'un qui peut me regarder dans les yeux, et mentir sans ciller. Qui peut monter ma propre fille contre moi. Qui peut détruire tout ce que nous avons construit ensemble, pour quelques mois d'excitation avec un crétin friqué. Il y a autre chose, dit Linda. Richard prépare un gros coup pour ce week-end. Une sorte d'événement public, où il va annoncer ses fiançailles avec Emily. Mon sang se glace. Des fiançailles? Samedi soir, au Lakeside Country Club. Il a invité la moitié de la ville, y compris tous ses contacts d'affaires, et ses amis politiciens. Il veut faire comprendre à tous qu'il a gagné, et que vous appartenez au passé. Le salaud prévoit également d'utiliser l'événement pour annoncer son plus grand projet de développement à ce jour. Ses condos de luxe sur le lac. Il a obtenu les permis en urgence. Falsifié les études environnementales. Et acheté le conseil municipal. Ça va lui rapporter des millions. Je regarde la clé USB. La prise de conscience est brutale. Richard ne fait pas que voler ma femme. Il se sert de notre divorce comme d'une diversion, pour réaliser la plus grosse arnaque de sa carrière. C'est quand, l'annonce? Samedi à 20h. Tenue de soirée exigée. Très exclusif. Le genre d'événement où les réputations se font et se défont. Il faut que j'y sois. Jacques, c'est une très mauvaise idée. Richard aura de la sécurité. Et vous avez une ordonnance restrictive contre vous. Je trouverai un moyen. Linda étudie mon visage, et y voit quelque chose qui l'a fait acquiescer lentement. Vous n'allez pas vous contenter d'exposer les crimes financiers, n'est-ce pas? Vous prévoyez quelque chose de plus grand. Richard veut faire une déclaration. Très bien. Je ferai en sorte que personne ne l'oublie jamais. Nous nous séparons sur le parking. Mais pas avant que Linda ne me donne un dernier conseil. Soyez prudent, Jacques. Richard est dangereux, lorsqu'il est acculé. Il a détruit des gens pour moins que ce que vous préparez. Moi aussi. Cet après-midi-là, je convoque une réunion d'urgence avec mon équipe. Danny et Mike arrivent à l'atelier l'air inquiets. La nouvelle de l'enquête sur la licence s'est répandue, et ils ont peur pour leurs emplois. Les gars, leur dis-je, je vais être franc avec vous. Ma licence d'entrepreneur pourrait être suspendue la semaine prochaine. Si ça arrive, Morrison Contracting est fini. Danny jure entre ses dents. Mike se contente de regarder ses bottes. Mais je continue. Je ne vais pas me laisser abattre sans me battre. Et j'ai besoin de votre aide. J'explique la situation. Pas tout, mais suffisamment. La liaison. Les crimes financiers. Le plan de Richard pour détruire mon entreprise. Quand j'ai terminé, les deux hommes sont furieux. Ce salaud, dit Danny. Après tout ce que tu as fait pour cette ville. Tous les emplois que tu as créés. Les familles que tu as aidées. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, demande Mike. J'ai besoin d'alibi pour samedi soir. Et j'ai besoin que vous oubliez tous les deux, que nous avons eu cette conversation. Ils échangent un regard, puis Danny sourit. Quelle conversation? Le samedi arrive, avec une chaleur inhabituelle pour un mois d'avril dans le Maine. Le temps parfait, pour le genre d'événement en plein air que Richard a prévu au Country Club. Je passe la journée à peaufiner les derniers préparatifs. Vérifiant et revérifiant chaque détail. Le Lakeside Country Club s'étend sur 50 hectares de terrain de premier choix, surplombant le Mirror Lake. C'est là que l'élite de Millbrook se réunit pour se féliciter de son succès, et planifier sa prochaine conquête. Je n'y ai jamais mis les pieds. Les entrepreneurs ne sont pas conviés à ce genre de soirée. Mais ce soir, c'est différent. Ce soir, je ne m'y rends pas en tant qu'invité. Je gare mon camion dans les bois, derrière le clubhouse, et j'enfile les vêtements noirs que j'ai apportés. La sécurité est légère. Quelques vigiles embauchés à l'entrée principale. Plus pour la frime que pour une réelle protection. Les riches n'imaginent jamais que quiconque oserait les défier sur leur propre territoire. L'entrée des cuisines n'est pas gardée.
probablement parce que le personnel du traiteur n'a fait que des allers-retours toute la journée. Je me faufile pendant un moment de grande affluence. J'attrape un tablier et un plateau. Et soudain, je suis invisible. Un simple serveur de plus, dans une salle remplie de gens qui ne remarquent jamais le personnel. La salle de bal principale est spectaculaire. Lustre en cristal. Nappe blanche. Assez de fleurs pour approvisionner un salon funéraire. Environ 200 invités en smoking et robe de soirée, sirotant du champagne et faisant semblant d'apprécier la compagnie des uns des autres. Je repère Émilie immédiatement. Elle porte une robe rouge que je n'ai jamais vue auparavant. Elle coûte probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Elle est radieuse, éblouissante. Affichant un bonheur que je n'avais pas vu chez elle depuis des années. Cela devrait me rendre jaloux. Mais au lieu de cela, ça me met simplement en colère. Elle n'a jamais été aussi heureuse avec moi. Richard est à ses côtés, parcourant la salle tel un politicien. Serrant des mains, racontant des blagues, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère, et du fiancé dévoué. Il excelle dans ce domaine, je dois bien le lui accorder. Je me déplace dans la foule, servant des boissons et écoutant les conversations. Il n'est question que d'argent, de transactions immobilières, de portefeuilles d'actions, de maisons de vacances en Floride. Ces gens vivent dans un monde différent du reste d'entre nous. Isolés des conséquences par leur richesse et leurs relations. À 20h, Richard monte sur l'estrade. La salle devient silencieuse, alors qu'il ajuste le microphone et affiche son sourire de politicien. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, cette année a été marquée par des changements importants dans ma vie personnelle. Rire poli dans le public. Quelques personnes jettent un coup d'œil dans ma direction, mais l'uniforme de serveur me rend invisible. Je suis ravi d'annoncer mes fiançailles avec une femme extraordinaire, Emily Morrison. Applaudissements. Alors qu'Emily le rejoint sur l'estrade, elle pleure de joie. Et pendant un instant, je me souviens pourquoi je suis tombé amoureux d'elle toutes ces années auparavant. Mais ce n'est pas la seule nouvelle passionnante que j'ai à partager ce soir, poursuit Richard. J'ai également le plaisir d'annoncer le début des travaux des résidences Lakeside. Le projet de développement le plus ambitieux de l'histoire de notre région. Il clique sur une télécommande, et un écran de projection descend derrière lui. Des rendus d'artistes montrant des condos de luxe, avec une marina, un terrain de golf, et un spa. 200 unités, à partir de 500 000 €, avec un début des travaux prévu le mois prochain. Ce projet représente un investissement de 30 millions d'euros, dans l'avenir de notre communauté. Encore des applaudissements. Richard est rayonnant. Émilie est éblouissante. Et tout le monde dans la salle, calcule combien d'argent ce projet va lui rapporter. C'est là que je m'avance. Excusez-moi, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. J'ai une question concernant ces études d'impact environnemental. La salle devient silencieuse. Le sourire de Richard vacille, lorsqu'il m'aperçoit dans la foule. Le visage d'Émilie devient blême. Sécurité, hurle Richard. Mais je me dirige déjà vers l'estrade. Vous voyez, le truc avec les études environnementales, je continue, en sortant mon téléphone et en le branchant sur le système de sonorisation de la salle. C'est qu'elles sont censées être exactes. Pas falsifiées pour dissimuler la destruction de zones humides, et d'habitats d'espèces menacées. Foutez-le dehors, hurle Richard. Mais les gardes de sécurité engagés sont trop loin, et la foule est trop dense. Je tape sur l'écran de mon téléphone. Et soudain, la salle s'emplit de la voix de Richard. L'EPA n'en saura jamais rien. Les condos seront construits et vendus, avant même qu'ils ne se rendent compte de ce que nous avons fait au lac. C'est l'un des enregistrements fournis par Linda. Clair comme de l'eau de roche, et manifestement accablant. La foule commence à murmurer. Quelques personnes sortent leur propre téléphone, pour enregistrer ce qui se passe. Et ce n'est pas tout, j'annonce. Parlons de ces permis accélérés. C'est fou ce qu'on peut obtenir, quand on soudoie des fonctionnaires de la ville. Un autre enregistrement est diffusé. Cette fois, Richard discute de pots de vin versés au conseil de zonage. Les murmures s'amplifient, deviennent plus agités. Émilie essaie d'arracher le microphone à Richard, mais il la repousse. Tout ça, ce sont des mensonges. Cet homme est mentalement instable. Vraiment ? Je sors la clé USB que Linda m'a donnée, et je la lève bien haut.
parce que j'ai des relevés bancaires, des correspondances par email, et des appels téléphoniques enregistrés, qui prouvent le contraire. 2 ans de preuves démontrant des détournements de fonds, des fraudes et des complots. C'est là que Richard disjoncte. Il saute de l'estrade, et charge vers moi, le visage violet de rage. Je vais te détruire. La foule s'écarte alors qu'il se jette sur moi, mais je suis prêt à l'accueillir. 25 ans de travail dans la construction m'ont maintenu en bonne forme, tandis que Richard a passé trop d'années derrière un bureau. Lorsqu'il lance un coup de poing, je l'esquive facilement. Et je laisse son élan l'entraîner contre une table remplie de flûtes à champagne. Le fracas est spectaculaire. Le verre se brise. Le champagne gicle partout. Et Richard s'effondre lourdement, dans une flaque d'alcool hors de prix, et de cristal brisé. Richard, hurle Émilie, en se précipitant à ses côtés. Mais il n'est pas gravement blessé. Juste humilié, et trempé. Mesdames et messieurs, j'annonce, en montant sur l'estrade et en saisissant le microphone. Je voudrais vous présenter le vrai Richard Blackwood. Détourneur de fonds, fraudeur, et briseur de ménage. L'homme qui volait sa propre entreprise, pour financer ses liaisons. C'est le chaos dans la foule, maintenant. Certaines personnes essaient de partir. D'autres enregistrent tout sur leur téléphone. Et quelques-unes applaudissent même. Les vigiles finissent par arriver, mais ils ne savent pas quoi faire. Techniquement, je n'ai enfreint aucune loi. Ce sont des mensonges, crie Richard depuis le sol. Mais plus personne ne l'écoute. Ils sont trop occupés à regarder le spectacle. Oh, et Émilie, dis-je, en repérant ma femme dans la foule. J'ai quelque chose pour toi, aussi. Je lance un autre enregistrement. Cette fois-ci, c'est la voix d'Émilie. C'est un loser tellement pathétique. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché 18 ans de ma vie avec lui. L'intimité est affreuse. Il n'a aucune ambition, et il me fait honte devant mes amis. Le visage d'Émilie se décompose, alors que ses propres mots résonnent dans la salle de bal. Plusieurs personnes étouffent un cri d'horreur. Et je peux voir des téléphones se lever, pour immortaliser sa réaction. Tu as sorti ça de son contexte, bégait-elle. Vraiment? Parce qu'il y a pire encore. Des heures d'enregistrement. En fait, c'est incroyable ce que les gens racontent, quand ils pensent que personne n'écoute. La police arrive au moment où je termine ma présentation. Le détective Ray Castellano mène la charge, l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde. Jack Morrison, dit-il d'un ton las. Vous êtes en état d'arrestation pour intrusion, trouble à l'ordre public, et violation d'une ordonnance restrictive. Je ne résiste pas. J'ai accompli ce que j'étais venu faire. La réputation de Richard est anéantie. Émilie est démasquée comme étant une femme adultère et vénale. Et toute la sphère d'influence de Millbrook sait exactement, avec quel genre de personne elle a frayé. Alors que Ray me guide vers la sortie, j'aperçois Emma dans la foule. Elle a tout filmé avec son téléphone, mais maintenant, elle me regarde avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. Déception. Admiration. Peur. Papa, crie-t-elle, alors que je passe devant elle. Est-ce que ça en valait la peine? Je m'arrête, et contemple le chaos que j'ai créé. Richard est toujours par terre, couvert de champagne et de verres brisés. Émilie pleure de manière hystérique. Sa robe rouge est tachée, et ses cheveux parfaits sont en désordre. La moitié de la foule se précipite vers les sorties, pendant que l'autre moitié est occupée à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Demande-moi ça dans une semaine, dis-je à Emma. Quand le FBI en aura fini avec cette clé USB. Ray glousse malgré lui. Espèce de salaud magnifique. Tu l'as vraiment fait. Je t'avais prévenu que j'allais tout faire brûler. En quittant le country club, je peux entendre le chaos se poursuivre derrière nous. Des voix qui crient. Du verre qui se brise. Le son d'un monde qui s'écroule. Demain, Richard et Émilie essaieront de reconstruire leur vie sur les cendres du désastre de ce soir. Mais ils ne s'en remettront jamais. Pas dans une ville comme Millbrook, où la réputation fait tout, et où le pardon est rare. J'ai perdu mon mariage, éloigné ma fille, et probablement détruit mon entreprise. Mais j'ai aussi démasqué 2 criminels, sauvé le lac de la destruction environnementale, et donné à cette ville un sujet de conversation pour les 20 prochaines années. Alors que Ray m'aide à m'installer à l'arrière de sa voiture de police,
je souris pour la première fois depuis des mois. Parfois, gagner signifie perdre tout le reste. La prison de Millbrook n'a rien d'exceptionnel. 3 cellules dans le sous-sol du poste de police, utilisées principalement pour les chauffards ivres et les appels pour tapage nocturne. Je passe la nuit de samedi à dimanche dans la cellule numéro 2. Écoutant les bruits de la ville, au-dessus de moi, qui retrouve peu à peu son calme. Ray m'apporte un café et un sandwich vers minuit, ainsi que des nouvelles du monde extérieur. Ta petite représentation de ce soir est devenue virale, me dit-il. Quelqu'un a posté toute la scène sur YouTube, et la vidéo compte déjà 50 000 vues. Tant mieux. Plus il y aura de gens pour la voir, mieux ce sera. Le FBI est très intéressé par cette clé USB dont tu as parlé. Ils voudront s'entretenir avec toi dès lundi matin. Je serai là. Ray s'assoit sur le banc en face de ma cellule. Tu sais, en 30 ans de carrière dans la police, je n'ai jamais vu quelqu'un détruire sa propre vie aussi méthodiquement pour se venger. Parfois, la destruction est nécessaire. On ne peut pas construire quelque chose de nouveau, sans avoir d'abord démoli ce qui est pourri. Et qu'est-ce que tu comptes construire, Jack? Je m'adosse au mur de la cellule, et je réfléchis à la question. Depuis des mois, je me suis concentré sur la destruction du monde de Richard et d'Emily. Mais je n'ai pas vraiment réfléchi à la suite. Je n'en sais rien encore. C'est peut-être ça l'idée. La journée de dimanche s'écoule lentement. Ray m'autorise à recevoir des visites, mais Tommy est le seul à se présenter. Il apporte de la nourriture chinoise à emporter, et une bouteille de bourbon, qu'il partage avec les officiers de garde. T'es dingue, dit-il, avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'était la chose la plus grandiose que j'ai jamais vue. Richard est fini. Ses partenaires commerciaux prennent déjà leur distance. Et le conseil municipal a convoqué une réunion d'urgence, pour réexaminer tous ses permis. Et Emily? L'expression de Tommy s'assombrit. Elle fait ses valises. Aux dernières nouvelles, la rumeur dit qu'elle part s'installer chez sa sœur, à Portland. Elle ne peut plus se montrer à Millbrook après ce qui s'est passé. Et Emma? L'expression de Tommy devient sérieuse. Elle est perdue, Jack. Elle t'en veut pour ce que tu as fait. Mais elle en veut aussi à sa mère de lui avoir menti. Laisse-lui du temps. Je n'en aurai peut-être pas. Ma licence d'entrepreneur est probablement révoquée. Et j'aurai de la chance si je ne finis pas moi-même en prison. Peut-être. Mais tu as démasqué 2 criminels, et tu as sauvé le lac de la destruction. Ça doit bien compter pour quelque chose. Lundi matin, l'agent Patricia Williams de l'unité des crimes en col blanc du FBI se présente. Elle est plus jeune que je ne l'imaginais, probablement dans la trentaine. Avec cette intelligence vive, qui s'acquiert après des années passées à traquer des criminels financiers. Monsieur Morrison, dit-elle, en s'asseyant sur la chaise de la salle d'interrogatoire en face de moi. Vous avez fait pas mal de remous. J'ai eu de l'aide. Oui. Madame Blackwood s'est montrée très coopérative. Les preuves qu'elle a fournies sont substantielles. Elle ouvre un épais dossier, et étale des documents sur la table. Des relevés bancaires. Des impressions de mai. Des résumés de transactions. La trace écrite des crimes de Richard, exposée noir sur blanc. Nous enquêtons sur des faits de détournement de fonds, de fraude, de blanchiment d'argent, de corruption de fonctionnaires. Et de complot. Assez de chefs d'accusation pour envoyer Monsieur Blackwood en prison pour 20 ans. Et Emily? Son épouse a été impliquée dans plusieurs des stratagèmes de blanchiment d'argent. Mais elle semble avoir été une participante consentante. Plutôt qu'une tête pensante. Elle risque 5 ou 10 ans de prison. À condition qu'elle coopère. Cette nouvelle devrait me réjouir. Mais au lieu de cela, je ressens juste un grand vide. C'est ce que je voulais. La justice. La vengeance. Les conséquences de leurs actes. Alors, pourquoi ai-je l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important? Et moi, je demande. Vous êtes un héros, Monsieur Morrison. Sans vos preuves, nous ne les aurions jamais attrapés. Je me suis introduit par effraction dans l'appartement de Richard. J'ai violé une ordonnance restrictive. J'ai perturbé un événement privé. L'agent Williams sourit. Ce qui est amusant, c'est que nous ne trouvons aucune trace d'effraction. Et l'ordonnance restrictive était basée sur un faux témoignage, elle est donc invalide.
Quant à l'incident au country club. Eh bien. Parfois. Les citoyens doivent prendre des mesures extraordinaires pour dénoncer des activités criminelles. Alors je suis libre de partir? Vous êtes libre de partir. Je sors du poste de police par un magnifique matin d'avril. Le soleil brille. L'air sent le printemps. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais ma liberté a un prix. Morrison Contracting est fini. Même si je conserve ma licence, personne à Millbrook n'engagera l'entrepreneur cinglé, qui a détruit le plus grand événement mondain de l'histoire de la ville. Mon mariage est terminé. Ma fille me déteste. Et je dois tout recommencer à zéro, à 45 ans. Je marche vers mon camion, quand je vois Emma attendre près de la portière côté conducteur. Elle a une mine affreuse. Des cernes noires sous les yeux, des vêtements froissés, le regard de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. Papa. Nous nous regardons longuement. Deux personnes qui étaient proches, mais qui se sentent maintenant comme des étrangers. J'ai vu les informations, dit-elle finalement. À propos de l'enquête du FBI. Des accusations contre maman et Richard. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre de cette façon. L'es-tu vraiment? Parce qu'on dirait que tu as planifié tout ça, pour blesser autant de gens que possible. Ces mots me piquent, mais je ne peux pas les nier. Ta mère a fait ses choix, Emma. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences. Et moi? Qu'en est-il de mes choix? Je l'ai cru, papa. Je l'ai défendu contre toi. Et maintenant, j'ai l'air d'une idiote. Tu as l'air d'une fille qui aimait sa mère. Il n'y a rien de mal à ça. Emma se met à pleurer. Non pas les larmes de colère d'avant. Mais les sanglots brisés de quelqu'un, dont le monde s'est effondré. Je ne sais plus à qui faire confiance. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Toute ma vie me semble être une farce. Je veux la serrer dans mes bras. Lui dire que tout ira bien. Mais je ne suis pas sûr qu'elle accepterait mon réconfort. Au lieu de cela, je reste planté là. Regardant ma fille s'effondrer. En sachant que je suis en partie responsable. La vérité est réelle, dis-je finalement. Elle est laide, et elle fait mal. Mais elle est réelle. Ta mère a eu une liaison. Elle a volé de l'argent. Elle nous a menti à tous les deux pendant des mois. Ce sont des faits, pas des opinions. Et toi, es-tu réel? Ou n'es-tu qu'un autre menteur? La question me touche au plus profond. Car je ne suis pas sûr de la réponse. Ces derniers mois, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas vindicatif. Calculateur. Prêt à tout détruire, pour assouvir ma vengeance. Est-ce là le vrai Jack Morrison? N'est-ce pas juste un masque que j'ai enfilé, pour survivre à cette guerre? Non, j'admets. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. J'ai blessé des personnes à qui je tiens. Peut-être que ça fait de moi un menteur, aussi. Emma sèche ses larmes. Et me regarde avec quelque chose qui ressemble à du respect. Au moins, tu es honnête à ce sujet. C'est tout ce qu'il me reste. Nous parlons pendant encore 1 heure, debout sur le parking du commissariat, tels des réfugiés de nos propres vies. Emma me parle des appels de journalistes, de la tempête sur les réseaux sociaux. De la façon dont ses amis à l'université la traitent comme une célébrité à cause de la vidéo virale. Je vais abandonner mes études, dit-elle. Je n'arrive pas à me concentrer sur les cours. Et je ne peux de toute façon pas payer les frais de scolarité. Pas avec les frais de justice de maman. Tu n'as pas à faire ça. Je trouverai un moyen. Avec quel argent, papa? Ton entreprise est finie. Et les avoirs de maman sont gelés, en attendant l'enquête. Nous sommes fauchés. Elle a raison, bien sûr. Le règlement de compte financier ne fait que commencer. Les frais de justice. Les poursuites civiles. Le coût de la reconstruction de nos vies, à partir de zéro. Il faudra des années pour s'en remettre. Si tant est qu'on s'en remette un jour. Peut-être que ce n'est pas une si mauvaise chose, je dis. Peut-être qu'il nous fallait tout perdre, pour réaliser ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce que c'est? La famille. La vérité. Construire quelque chose de réel, au lieu de vivre dans un mensonge. Emma réfléchit à cela. Puis acquiesce lentement. Je veux t'aider.
M'aider à quoi? À tout ce qui viendra ensuite. J'en ai assez d'être la victime des choix des autres. Je veux faire les miens, pour la première fois depuis des mois. Je souris, sans aucune amertume. Ça me plairait bien. Nous rentrons ensemble à la maison, dans mon camion. Devant les chantiers où je travaillais. Devant l'agence immobilière, où Émilie faisait semblant d'avoir une carrière. Devant le country club, où j'ai réduit en cendres de vie. Et probablement sauvé le lac. La maison de Maple Street a l'air plus petite que dans mes souvenirs. Plus délabrée. La peinture s'écaille. La pelouse a besoin d'être tondue. Et il y a un panneau, à vendre, dans la cour avant, que je n'y ai pas mis. Maman l'a mise en vente avant de partir, explique Emma. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent pour les frais de justice. C'est probablement pour le mieux. Il y a trop de mauvais souvenirs ici de toute façon. Où iras-tu? Je ne sais pas encore. Quelque part où je pourrais recommencer à zéro. Peut-être construire quelque chose de nouveau. Emma sort du camion, et se dirige vers la porte d'entrée. Puis elle s'arrête, et se retourne. Papa. Je suis fier de toi. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour t'être battu. Pour m'avoir montré que parfois, il faut tout brûler, pour voir ce qu'il y a vraiment. Elle entre, me laissant seule dans l'allée de la maison que j'ai appelée mienne, pendant 15 ans. Demain, je commencerai le processus de reconstruction de ma vie. Trouver un nouvel endroit où vivre. Comprendre comment gagner de l'argent sans une entreprise de construction. Peut-être même quitter Millbrook complètement. Mais ce soir, je veux juste m'asseoir ici, et profiter de la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. Mon téléphone vibre avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu la vidéo. Travail impressionnant. Si jamais vous êtes intéressé par une nouvelle carrière, appelez-moi. P. Williams. FBI. Je ris aux éclats. Après 25 ans à construire des choses, il est peut-être temps d'essayer de les démolir, de manière professionnelle. De l'autre côté de la ville, les lumières sont allumées au commissariat de police, où Richard Blackwatt passe probablement sa première nuit en détention fédérale. La maison de la sœur d'Emily à Portland est sombre. Cachant une autre femme brisée, qui essaie de trouver comment reconstruire sa vie. Et quelque part dans les ruines de la réputation du Lakeside Country Club. Le lac lui-même coule, propre et paisible. Sauvé de la destruction par le refus d'un seul homme, de se laisser faire sans se battre. Je démarre le camion, et je m'éloigne de la maison de Maple Street pour la dernière fois. En route vers un avenir incertain, avec ma fille à mes côtés. Et mes ennemis derrière les barreaux. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de survivre assez longtemps pour voir ses ennemis se détruire eux-mêmes. Parfois, tout réduire en cendres, est la seule façon de laisser pousser quelque chose de nouveau. Parfois, le méchant gagne en devenant le héros de sa propre histoire. La guerre est terminée. Le vrai travail commence.